Bonjour et bienvenue dans ces causeries Sciences et Société où nous retrouvons le professeur Rémi Courdier. Bonjour. Bonjour Rémi Courdier, alors nous poursuivons ce panorama sur les villes intelligentes avec un épisode 4, alors nous l'avons annoncé la dernière fois dans l'épisode 3, qui sera consacré aux avantages et limites de la ville intelligente. Alors nous avons pour l'instant dressé un panorama un peu idyllique, nous avons parlé effectivement de technologie, de numérique, nous avons dit que la ville intelligente devait mettre l'humain au cœur de la décision, lui amener de la qualité de vie, mais maintenant, nous allons quand même essayer de rentrer un peu en profondeur sur des questions, on va dire d'abord, sur les avantages, bien sûr, et puis surtout les limites, enfin du moins se poser les questions qui vont faire que derrière, eh bien, on pourra construire des villes intelligentes, respectueuses, notamment des droits humains. Alors, Rémi Courdier, je vous propose peut-être dans un premier temps de revenir et de faire un petit rappel sur ce qui s'est dit dans les 3 premières causeries, et puis ensuite nous déroulerons ces avantages et limites de la ville intelligente. Oui, merci. Donc, je vais très rapidement faire le déroulé de des 3 premières causeries, effectivement. On a quelque part 4 causeries qui posent le cadre. Donc là, c'est la dernière, effectivement, causerie qui va poser ce cadre. Ensuite, on entrera dans des détails plus fins. Mais donc, la première causerie, c'était forcément la définition et les caractéristiques d'une ville intelligente. Ensuite, on s'est attaché à voir les enjeux et différents cas d'expérimentation de la ville intelligente. Et puis, on a précisé les concepts clés dans la dernière causerie, donc les concepts clés avec le cycle de vie de la ville intelligente et établi les dimensions que couvrait la ville intelligente. Donc maintenant, effectivement, je pense qu'il est intéressant d'aller creuser sur, effectivement, prendre un peu de recul et voir ce que ces villes intelligentes peuvent amener d'intéressant pour le citoyen et pour la gouvernance, les acteurs en fait de nos villes, et puis aussi d'être attentif à un certain nombre de points et de préciser quels peuvent être ces points. Alors, Rémi Courdier, vous l'avez précisé, mais on y reviendra, l'importance de sensibiliser, d'acquérir de la compétence sur les enjeux, sur les limites, et vraiment les risques aussi que peuvent l'instrumentation par le numérique, on le sait aussi, peut présenter certains risques. Donc ce niveau de compétence du capital humain, d'une façon générale, sera au cœur de nos discussions, mais dans un premier temps, alors peut-être peut-on faire un panorama des avantages de la ville intelligente. Alors voilà, j'ai préparé un petit panorama sur cette planche. Donc en fait, les avantages, on les a un peu listés au fur et à mesure des premiers échanges, mais je pense que c'était bien de les résumer. Donc ici, on voit que la ville intelligente, en premier lieu, elle a été quand même créée pour l'efficacité des services publics. C'était un petit peu la motivation initiale. Et en fait, c'était une réponse quelque part aux besoins d'efficacité avec la complexité qui arrivait dans l'ensemble des acteurs et en fait la complexité de la manière dont il fallait gérer ces ressources partagées avec des moyens qui n'évoluent pas et avec de plus en plus de monde dans les villes. Donc en fait, de faire des villes économes, donc d'avoir par exemple des capteurs qui vont alerter très vite sur les fuites d'eau, qui vont permettre de faire des économies sur l'éclairage, sur l'irrigation, etc. Donc faire des villes économes. Et puis, il y a effectivement aussi la qualité de vie. Les gens sont de plus en plus sensibles à la qualité de vie. Et en fait, la pollution est un des éléments essentiels. Donc on sait aujourd'hui très facilement capter les pics de pollution. Donc d'avoir ces informations pour les citoyens et aussi pour les décideurs, pour être en capacité de protéger ces lieux qui seraient trop pollués. Puis également tous les problèmes de trafic, donc aider à une meilleure fluidité des trafics. On voit que c'est des problèmes récurrents dans les villes et que là, on a peut-être des solutions qui sont vraiment intéressantes pour aider à trouver les bonnes solutions. Donc l'efficacité des services publics, premier point. Ensuite, eh bien effectivement, au centre des villes, il y a toujours les problématiques économiques. C'est des moteurs économiques, les villes aujourd'hui. Et en fait, ces villes intelligentes vont effectivement répondre à un certain nombre d'éléments qui est au cœur de l'économie. Donc notamment amener des services pour les entreprises et pour les citoyens et devenir donc attractifs pour les financiers. Et on sait également qu'aujourd'hui, dans l'économie, tous les outils numériques sont très utilisés. On voit aujourd'hui dans les visioconférences, il y a beaucoup de personnes qui font du télétravail, notamment avec le Covid, on a vu des évolutions comportementales sur ces points-là, et qu'une ville numérique et connectée, effectivement, sera beaucoup plus performante pour garder de l'activité qu'une ville qui n'aurait pas fait le pas.
Et développe des avantages compétitifs. On l'a vu, il y avait une vraie compétition entre les villes. Alors effectivement, il y a une compétition qui se crée entre les villes et ces éléments sont effectivement au cœur des décisions des acteurs économiques. Ensuite, effectivement, les villes qui vont bien s'organiser pour les villes intelligentes seront en capacité d'amener une démocratie participative, une démocratie plus de proximité. On voit que les gens se sont un peu détournés de la politique et de ces milieux-là, et qu'en fait, on va pouvoir les ramener quelque part en les mettant au cœur de la démarche. Par exemple, si vous habitez un quartier que vous voyez pollué, vous aurez peut-être des outils numériques pour organiser des éléments, des actions qui vont entre en relation avec la ville et qui vont participer en fait à la politique de la ville. Donc ça donne des outils pour mettre en cohésion des différents acteurs de la ville et également pour impliquer le citoyen si effectivement une démarche de la ville est vraiment faite dans ce sens. C'est vraiment intéressant parce que du coup, à une échelle locale, on peut expérimenter une démocratie un peu plus directe. Voilà, et on peut la faire à plusieurs niveaux d'échelle. On peut la faire au niveau du quartier, au niveau de la commune, au niveau de l'intercommunalité. On peut essayer de trouver le niveau d'échelle dans lequel on va pouvoir mettre de la participation. Et c'est effectivement inventé aujourd'hui. Les villes sont aujourd'hui dans ces esprits-là d'inventer ces villes participatives qui est de plus en plus au cœur de ces nouvelles villes intelligentes et notamment dans le modèle français. Réinventer la démocratie au niveau local, peut-être ensuite faire des petits à un niveau plus global. Voilà. Effectivement, on a vu que ces villes, bien souvent, elles étaient quand même jugées. Il y a des critères. Il y a effectivement, quand on se dit ville intelligente, forcément, on rentre dans une catégorie de villes qui vont être étudiées à la loupe. Et en fait, l'un des critères qui est étudié, c'est sa capacité à être éco-responsable, d'être attentive aux enjeux climatiques, à l'empreinte écologique. Et donc, effectivement, ces villes vont quand même avoir un circuit vertueux sur ces points-là. Et donc, peut-être c'est intéressant de remarquer qu'effectivement, tous ces points d'empreinte écologique vont être étudiés à la loupe. Et oui, puisqu'il y a des labellisations, je crois, au niveau international. Il y a des labellisations, effectivement, qui font que ces points sont vraiment très importants dans les labellisations. Et puis ensuite, le dernier point sur lequel je mettrai l'accent, c'est la capacité de la ville à évoluer rapidement, à prendre en charge l'évolution de l'urbanité, puisqu'en fait, on s'aperçoit que les comportements aujourd'hui évoluent très vite et que jusqu'à présent, on travaillait avec des enquêtes qui pouvaient être annuelles, voire même on pouvait faire des enquêtes pas d'une année sur l'autre. Et du coup, on avait un retour sur les comportements qui était très long. Alors que là, on va avoir directement, au temps réel, le comportement des gens, des citoyens qui change et on va pouvoir adapter effectivement les services très rapidement en fonction des comportements des citoyens. Et ça rend des villes beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus aptes à en fait anticiper les problèmes qui peuvent arriver par rapport au changement de comportement. Donc une ville plus réactive, apte à répondre aux besoins des citoyens de façon plus efficace. Tout à fait. Alors Rémi Courdier, voilà les avantages de cette ville intelligente. Et maintenant nous arrivons aux limites de la ville intelligente, puisqu'il y a des limites et vous allez nous les présenter. Oui, alors effectivement, je m'aperçois que j'ai mis un peu plus de limites que d'avantages, mais je pense que c'était un peu volontaire. C'était effectivement, quand on est dans le monde des villes intelligentes, on peut le voir effectivement comme quelque chose qui va faire que du bienveillant, effectivement. Mais effectivement, il faut être attentif. Il faut être très attentif. Il y a de la technologie et cette technologie, elle emmène vers plein de circuits potentiels. Et en fait, il faut être conscient de ces limites. Et de ce fait, ça permettra sans doute d'avoir les bonnes décisions. Donc, le premier point sur lequel je voulais porter l'attention, c'était effectivement qu'on allait vers des villes technologiques au travers des villes intelligentes. Donc, effectivement, le danger, c'est qu'elles soient vraiment portée sur le champ de la solution technique et finalement qu'elle soit portée par des solutions techniques. Et effectivement, l'idée, c'est pas d'avoir des villes technologiques, c'est d'avoir des villes avec des services qui répondent aux besoins. Et en fait, ces villes technologiques, elles nécessitent des infrastructures, comme on l'a vu, et en fait, il y a quand même des impacts d'empreinte écologique importants, des capteurs qui vont être disséminés partout dans la ville, qu'il va falloir maintenir, qui vont aussi dépenser de
l'énergie, qu'il faut penser à leur pérennité. Et en fait, effectivement, ça veut dire que derrière, ça implique des coûts et aussi des problèmes de logistique, tout simplement, de gérer toute cette technologie. Le dernier volet dans l'espace technologique, c'est effectivement les boîtes noires de l'intelligence artificielle, où on voit effectivement qu'il faut faire confiance quelque part. On n'a pas la capacité de rentrer dans la manière dont ces intelligences artificielles ont été construites, les modes d'apprentissage des algorithmes, etc., et qui sont faits en dehors bien souvent du citoyen, hein, avec des algorithmes et des connaissances qu'ils ne sont pas capables d'appréhender. Et de ce fait, finalement, on doit faire confiance à ces algorithmes. Et ça reste quand même un souci de savoir si ces algorithmes correspondent bien à ce que l'on souhaite avoir comme mode d'action ou pas. Alors, Rémi Courdier, j'en profite, hein, puisque là, on va aller au bout du questionnement. Hein. Vous parlez de boîte noire. Cette question des algorithmes revient en permanence, puisque finalement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces algorithmes. Vous, en tant qu'expert, comment est-ce qu'on peut contrôler finalement, on parle d'amélioration de la démocratie, donc l'idée c'est quand même de savoir ce qui se passe dans ces algorithmes. Comment est-ce qu'on peut avoir un contrôle là-dessus? Alors, effectivement, c'est sur les jeux de données d'apprentissage que l'on va pouvoir le plus avoir de contrôle. C'est-à-dire que ces algorithmes travaillent sur généralement des jeux de données d'apprentissage qui sont calibrés pour essayer d'avoir tous les cas possibles sur lesquels on va fonctionner. Effectivement, si les jeux de données sont déséquilibrés, eh bien, ils vont permettre peut-être une plus forte reconnaissance des personnes d'une certaine ethnie, par exemple, ou d'autres qui vont être avantagées, discriminées, etc. Donc, en fait, effectivement, la capacité de contrôler ces espaces d'apprentissage, de voir comment le processus est établi, quels sont les jeux de données qui sont proposés, et puis après aussi, dans les algorithmes, eh bien, effectivement, d'avoir suffisamment de transparence pour que, si c'est des algorithmes plus classiques, il puisse être effectivement proposé en explication de décision, de règles de décision, eh bien, aux citoyens. Mais c'est vrai que il restera toujours un peu de doute potentiel parce qu'on ne peut jamais rentrer au cœur de l'expertise qu'il y a dans ce type de système. Donc forcément, c'est par l'usage qu'on va le voir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont réagir, qui vont dire mais c'est pas possible, c'est toujours un tel qui... Et effectivement, là, on va se poser la question en disant mais est-ce que l'algorithme favoriserait peut-être pas un peu cette population-là que les autres ? Voilà, ou tel quartier, ou tel type de comportement. Donc en fait, là, il faut vraiment mettre de la participation derrière pour qu'on puisse avoir des retours très rapides et actifs des citoyens s'il y a des choses qui nous paraissent pas être suffisamment transparentes dans le comportement de ces algorithmes. Alors, Rémi Courdier, vous parliez de la confiance, qui est un des paramètres principaux, mais aujourd'hui, il y a quand même une partie de la population qui a perdu confiance dans ces traitements de données. En fait, non. On voit quand même que, par exemple, sur la reconnaissance faciale, il y a très peu d'erreurs, que finalement, ces algorithmes deviennent de plus en plus performants, au contraire, l'intelligence artificielle, pendant un certain temps, avait une très grande défiance de la part de la population. Et maintenant, on s'aperçoit vraiment d'une grande efficacité et d'une très grande justesse. Et finalement, eh bien, la confiance revient. Mais effectivement, cette confiance, elle est sur des systèmes où on peut la remarquer assez facilement, et sur des systèmes qui vont être en apprentissage, sur des zones où on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul, pas suffisamment de données, on peut avoir effectivement des comportements qui soient pas aussi efficaces que ceux qu'on peut avoir sur de la reconnaissance faciale ou de scène, par exemple. Alors, Rémi Courdier, dans le deuxième point, vous parlez de ville, citadelle informatique. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on peut aussi avoir une ville qui met l'humain au même rang, quelque part, qu'un système informatique. Donc, c'est un système de système, et finalement, l'humain fait partie du système. Il n'est qu'une boîte dans le système. Voilà, et du coup, on va... Alors, c'est ce qu'on appelle, en gros, un système qui va contrôler un ensemble de systèmes dont l'humain fait partie. Et donc, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire les réactions de l'humain.
De plus en plus, effectivement, on a des modèles de comportement d'humains et on va apprendre sur les comportements des humains et ces systèmes d'intelligence artificielle apprennent sur le comportement effectivement des sociétés, des citoyens et des humains et vont pouvoir effectivement voir le citoyen comme un des éléments du système. Et alors, ce qu'il peut y avoir effectivement d'un peu embêtant, c'est pas que l'humain soit dans le système, c'est plutôt ça peut être aussi intéressant qu'il en fasse partie, mais qu'ensuite ça soit vraiment résolument top-down, c'est-à-dire qu'en fait l'algorithme est toujours raison et finalement soit l'élément qui décide. Donc du coup que la ville soit effectivement avec un niveau de contrôle qui soit dans une tour un peu d'ivoire qui récupère toute l'information et qui ensuite rediffuse les ordres ensuite à l'ensemble des acteurs. Voilà, donc point de vigilance, limite, ville citadelle informatique. Ensuite, vous parlez de la ville uniformisée. Oui, alors c'est vrai que quand vous allez aujourd'hui dans une ville, parfois vous vous dites mais est-ce que je ne suis pas dans la même ville où j'étais il y a 15 jours alors que vous êtes à l'autre bout du monde, parce que vous trouvez des espaces qui se ressemblent énormément avec des acteurs qui sont appropriés les centres-villes et qui en fait amènent une logistique mondialisée. Et eh bien, on va se retrouver peut-être avec quelque chose encore plus fort avec les villes uniformisées, puisqu'il y a des acteurs de niveau mondiaux qui s'approprient des services et qui essaient de les fournir de telle sorte que un businessman ou je sais pas, même un touriste puisse retrouver dans la ville exactement les mêmes services qu'il va avoir dans ces autres villes qu'il connaît. Et ça va être un confort quelque part pour ces gens qui voyagent, mais finalement ça peut aussi enlever la manière, l'espace culturel de cette ville, l'âme de la ville en termes d'utilisation des espaces. D'habitude sur les places il y a plutôt telle activité, mais aujourd'hui c'est une autre activité qui a été remplacée parce que finalement ces acteurs-là ont transformé cette ville-là. Et bien pareil pour le numérique, où en fait on a peut-être des villes qu'on appelle un peu des villes-mondes, qui se ressemblent un peu toutes et où en fait les gens qui circulent dans le monde vont trouver exactement les mêmes services. Alors ces villes peuvent être interconnectées d'ailleurs, du coup, tout à fait, effectivement, les environnements, on va dire, de vie peuvent être reproduits à l'identique en fonction des choix des individus, par exemple. Tout à fait, ouais. Je prends l'avion, je me retrouve à un autre endroit et j'ai exactement la même configuration de services. Mais on le vit un petit peu aujourd'hui avec certaines enseignes. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Effectivement, certaines enseignes qui s'approprient des espaces, qui transforment quelque part la culture de l'espace même, parce que finalement, des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire certains choix d'activités vont faire ces choix d'activités parce que ces lieux ont été en fait appropriés par des enseignes. Alors, donc, on finit par les villes sans régulation. Alors, villes sans régulation, c'est-à-dire qu'en fait, on va offrir, ou on offre quelque part à les villes de l'open data, donc des données, de l'information, qui permet à des acteurs nouveaux d'offrir des services. Donc, c'est très intéressant. Mais en même temps, ces acteurs nouveaux peuvent se multiplier et, en fait, offrir des services qui occupent l'espace public aussi. Donc, c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec les trottinettes ou des choses comme ça dans les villes qui ont posé un certain nombre de problèmes de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace public, il n'est peut-être pas fait pour que des trottinettes soient sur les trottoirs en permanence. S'ils n'ont pas d'espace pour eux, cette activité, est-ce qu'ils peuvent la garder ou pas? Donc en fait, il y a une régulation à faire quand même de tous ces services qui peuvent naître. Et peut-être que là, effectivement, il faut être conscient qu'il faut contrôler peut-être quand même un minimum tous ces services qui vont peut-être être mis en place pour qu'ils soient ça ne devienne pas quelque chose d'invivable quelque part par la multitude. Voilà. Des possibles. Alors justement, donc, lorsqu'on parle de risques, quels sont les risques vers lesquels on pourrait évoluer avec ce type de ville, on l'a vu, technologique, citadelle informatique, uniformisée, sans régulation. Donc ça pourrait déboucher sur un univers finalement qui est à l'opposé du but recherché, c'est-à-dire amélioration de la qualité de vie, centrée sur le citoyen, plus de démocratie. Alors c'est vrai que la ville, c'est pour ça que le citoyen doit être aussi très impliqué pour pouvoir alerter très vite quand c'est plus vivable quelque part par l'accumulation de systèmes. Finalement, trop de services risque de poser aussi un problème. Mais je pense que l'élément peut-être le plus dangereux pour moi, ce serait plutôt les problématiques de vie privée, où en fait il faut être quand même très vigilant puisqu'on est sur des villes qui vont
aussi utiliser des outils de plus en plus courants, de la vidéosurveillance, ou ce qu'on peut appeler aussi la vidéoprotection, souvent vendu sous vidéoprotection. Et effectivement, à la base, c'est souvent pour de la protection, mais ça peut être aussi sur la surveillance d'accidents ou la surveillance de places de parking, par exemple. Mais effectivement, ces éléments peuvent remonter dans des espaces de données dont on contrôle assez mal peut-être la possibilité d'utilisation. Et en fait, il peut y avoir des dérives, des villes intelligentes sur effectivement, les données récoltées. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de données qui sont collectées aussi au niveau des individus, souvent à leur insu. Par exemple, effectivement, les comportements des personnes par rapport à leur mobilité sur les portables ou qui peuvent effectivement donner à des algorithmes énormément d'informations pour comprendre comment les personnes, par exemple, vont utiliser les espaces publics, comment ils vont se déplacer, à quelle heure ils vont se déplacer. On a plein d'informations qui vont pouvoir nous faire comprendre ces éléments-là. Par contre, ces informations, elles existent et effectivement, il faut savoir si elles sont bien sécurisées ou si elles sont pas partagées de manière... comment elles peuvent être partagées. Effectivement, on peut arriver, si ces informations sont dans un espace plutôt privé, elles vont faire le jeu quelque part de ce qu'on appelle un nouveau métier aujourd'hui, qui est le courtier de données. Et les courtiers de données, leur métier, c'est de vendre des données, effectivement, et donc de faire le plus de valeur ajoutée sur les données qui sont produites par la ville. Et donc là, on peut se retrouver avec ces éléments-là, ce qu'on appelle un peu dans un capitalisme de surveillance, c'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme de surveillance, ça veut dire qu'on est dans un business. Et en surveillant les gens, on peut faire plus de business. Donc plus de profit. Plus de profit parce qu'on comprend leurs besoins quelque part, mais on va leur vendre tout ce qu'on peut en fait. Et en fait, on va vraiment faire du business en étudiant le comportement des citoyens. Donc effectivement, on va remonter plein d'informations, parfois par des sociétés privées ou peut-être qui seront accessibles par des sociétés privées qui vont effectivement essayer d'en faire du business. Alors, en même temps, effectivement, ça offre des services, mais on est quelque part tout le temps sous surveillance. Et si on reste trop longtemps devant une enseigne ou devant, je sais pas, une publicité numérique, eh bien, on va avoir tout de suite la publicité, notre téléphone qui va être fourni de propositions parce qu'on est resté un peu trop longtemps à regarder une affiche dans une ville. Donc, en fait, ça peut aussi devenir extrêmement intrusif quelque part et dangereux pour la vie privée si effectivement ces éléments devenaient utilisables par d'autres acteurs. On peut aussi voir aussi que l'espace urbain policier, j'en parle parce qu'en fait les éléments de surveillance, eh bien on sait aujourd'hui par exemple que sur l'année 2021 il y a à peu près il y a un grand nombre de reconnaissances faciales qui sont utilisées par la police. Et de ce fait, effectivement, est-ce que tout le monde, est-ce que ces outils sont aujourd'hui sans doute faits pour protéger les personnes? Dans quelle mesure on est protégé avec ces éléments-là? Donc tout ça, ce sont des questions à bien creuser par des acteurs spécialisés. Donc protection ou surveillance, ça reste quand même une question sur laquelle il faut être plus vigilant. Mais quels sont les mécanismes ou quelles sont les solutions qui se présentent à nous pour pouvoir justement prévenir ce type de situation et ne pas dériver vers des États qui pourraient être totalitaires? Alors, il y a effectivement il y a un organisme, je pense que c'est une ONG qui s'appelle la Quadrature du Net, qui a effectivement agi pour avoir le RGPD, donc les éléments de régulation et sur les données numériques, donc effectivement qui a été mis en place et qui est effectivement très important. Et cet organisme se bat aujourd'hui effectivement pour être attentif et avoir des règles sur effectivement l'utilisation des caméras de surveillance dans les villes, et est en train de faire une même action en fait au niveau national et sans doute européen pour en fait qu'il y ait une régulation de l'utilisation de ces vidéosurveillances par les acteurs. Donc en fait, effectivement, les citoyens doivent être vigilants et en fait mener des actions comme ça a été fait pour le RGPD quelque part pour que l'ensemble de nos données puissent avoir des règles, qu'on puisse être
qu'on puisse avoir des règles sur ce qui nous concerne dans les données informatiques qui sont stockées, et bien de la même façon, de la vidéosurveillance, il va falloir travailler ces sujets-là. Alors, dans le modèle de Giffinger que vous présentiez, il y a la gouvernance intelligente, justement, qui doit impliquer beaucoup plus le citoyen, une démocratie beaucoup plus directe. On l'a vu aussi que des acteurs privés très puissants peuvent aussi imposer leur modèle. On a vu aussi, on l'a vu dans certains cas, qu'il peut y avoir des structures extérieures qui viennent conseiller des solutions qui finalement ne sont pas forcément dans l'intérêt, on va dire, du citoyen, mais plutôt dans l'intérêt du profit. Bref, tout un tas de questions. Alors comment, finalement, vous avez... Finalement, pas une conclusion, mais un élément important, les droits humains au cœur de la ville intelligente. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, en fait, j'ai pas parlé de limites. Peut-être que je vais rapidement en faire état, de la ville de la démocratie dépossédée. En fait, ce point-là est plutôt, en fait, du fait qu'un grand nombre d'acteurs privés sont impliqués, effectivement, dans ces villes. Et effectivement, qu'il y a peut-être des scènes classiques des acteurs publics, les conseils municipaux, etc., qui vont peut-être avoir des difficultés à mener leurs prérogatives avec ces acteurs privés qui seront très impliqués dans un certain nombre de services de la ville. Et puis, le dernier point, donc ville inégalitaire, ça peut aussi amener des villes au bénéfice d'une élite, c'est-à-dire d'une élite qui vont avoir les moyens de vivre dans les quartiers les mieux servis quelque part, et en fait avec des loyers plus élevés. Alors c'est ce qui peut arriver par exemple avec des villes plutôt privées qui vont... On voit apparaître d'ailleurs dans le monde des villes privées. Tout à fait, il y a des villes privées comme... je crois que Sango est une ville... il y a aussi... une ville aux Émirats arabes, il y a effectivement une ville en Portugal aussi, qui est donc en fait des villes privées. Il y a Google actuellement qui est en train de faire aussi une ville, un quartier à côté de Toronto, qui serait en fait une ville émergente sur une zone. Donc c'est les villes nouvelles, très nouvelles finalement. Voilà. Ça serait voilà. Alors effectivement, ces villes nouvelles peuvent effectivement attirer certaines populations qui auront tout un tas de services effectivement extrêmement évolués, mais qui ne sont pas au niveau que populations désireuses de services, un peu comme de l'hôtellerie, à l'échelle de la ville, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, en même temps, ça peut écarter une partie de la population qui aura du mal à s'approprier ces services-là, et de ce fait, faire une ville inégalitaire. Alors justement, revenons-en sur cette question des inégalités, de la démocratie dépossédée, voilà le danger pour la vie privée, avec la question des droits humains au cœur de la ville effectivement, je pense que l'un des éléments essentiels, c'est que les droits humains restent au cœur de la ville intelligente, et que ça ne soit pas finalement la technologie qui permette de tout faire et tout et n'importe quoi, quelque part. Pour ça, il faut effectivement qu'il y ait des compétences dans les acteurs publics qui vont effectivement bien comprendre ces technologies et en fait qui vont pouvoir s'approprier des contrats de marché public urbain avec les bonnes décisions. Donc effectivement, les compétences publiques doivent vraiment monter en compétences aujourd'hui, avec la capacité d'avoir une rigueur d'étude des cahiers des charges, des contrats, donc qui soient à même d'avoir de la protection pour l'utilisation contre l'utilisation abusive et frauduleuse de ces technologies, et de garantir en fait que l'utilisation soit conforme et relative aux droits humains. Donc effectivement, il va falloir faire très attention à ce qu'on va mettre en place, les cahiers des charges. Effectivement, les villes vont pas tout faire, elles vont être forcément obligées de s'appuyer sur des acteurs privés, mais en travaillant très bien les dossiers, les cahiers des charges. Donc là, il va falloir une véritable expertise au niveau des acteurs publics. Alors, c'est une expertise à construire. Alors, certaines villes ont déjà construit ces villes, ces expertises, et celles qui ne les ont pas construites, je pense que c'est important qu'elles prennent conscience de l'importance de mettre en place des compétences à ce niveau-là. Et puis, effectivement, il y a la capacité aussi ces villes doivent mettre en place des contrôles citoyens véritables, c'est-à-dire, en fait, comme on l'a vu pour l'intelligence artificielle, de pouvoir avoir accès aux jeux de données qui ont entraîné des intelligences artificielles, par exemple, mais aussi de pouvoir avoir son mot à dire sur les nouvelles technologies qui sont utilisées et sur l'usage qui en est fait, de telle sorte qu'il y ait toujours un contrôle citoyen sur l'ensemble des technologies qui sont mises en place dans la ville pour régir les services.
Donc en fait, il y a quand même des solutions, effectivement, sur le fait de monter en compétence et d'avoir des bons interlocuteurs qui vont gérer ces éléments-là en compétence. Et puis, effectivement, il y a aussi une des solutions, c'est de travailler aussi sur des infrastructures numériques open source. Qui vont nous donner des algorithmes qui vont être du coup accessibles par tout le monde. N'importe quel informaticien va pouvoir aller creuser les algorithmes, voir comment ils sont conçus. Donc c'est de l'open source, donc on peut se l'approprier. Et puis effectivement, et ça, il faut y penser dès le début. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'open source après coup. Donc forcément, ça veut dire que c'est une ville conçue dès le départ de façon à assurer les droits et les libertés, donc de faire des choix technologiques qui vont bien. Et cette technologie open source va permettre de réduire les risques de privatisation motivés par le profit des logiciels propriétaires qui peuvent être assez fermés, et puis permettre aux citoyens aussi de revendiquer la propriété collective de ce qui a été construit et des données qui en résultent. Bien, donc là on s'approche finalement des mouvements ou des mouvances, on va dire plutôt économie sociale, solidaire, logiciel open source. Le logiciel open source, c'est très répandu. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de logiciels open source qui sont très répandus et de très grande solidité. Donc, ça n'empêche pas de faire des solutions vraiment très performantes. Donc, les informaticiens travaillent depuis très longtemps au travers de ces modèles. Donc, c'est pas parce qu'on fait de l'open source qu'on n'aura pas une ville qui sera pas intelligente. Oui, au contraire, peut-être elle sera intelligente justement puisqu'il peut y avoir un contrôle sur ce qui est présent dans les algorithmes. Alors, Rémi Courdier, nous arrivons au terme de cette émission et donc nous allons nous intéresser aux acteurs puisque bien évidemment cette série ne s'arrête pas aux 4 premiers épisodes qui avaient comme objectif de dresser un tableau un peu général de la question des villes intelligentes en mesurant tous les enjeux et bien évidemment les avantages et les limites. Alors ces acteurs de la ville intelligente, qui sont-ils? Alors, effectivement, il y a de nombreux acteurs. Alors, moi, ce que je vais proposer, c'est d'essayer d'aller à la rencontre de ces acteurs et d'abord d'essayer d'aller voir, on verra en fonction des disponibilités de l'ensemble de ces acteurs, mais de parcourir au moins un des acteurs de chaque discipline et puis de creuser. Donc, notamment des acteurs publics, notamment ici à La Réunion, les intercommunalités sont très actives sur ces domaines-là. La région évidemment, donc en fait et des communes, des grandes communes, pour savoir comment elles s'approprient ces éléments-là. Évidemment, il faudra regarder aussi ce qui se passe dans la recherche et dans la formation. Est-ce que la formation à ces technologies est faite à La Réunion? Qui l'a fait? Quels sont les types de formations? Quelles sont les formations qui sont impliquées? Et puis, il y a forcément les fournisseurs de technologies, voir qui s'approprient ces marchés-là sur le territoire, les opérateurs industriels de réseau, les gestionnaires de plateformes de données, les fournisseurs de services numériques. Donc, qu'est-ce qu'ils sont à même de proposer aujourd'hui pour ces villes? Et puis, bien sûr, de ne pas oublier l'usager, puisque le citoyen, on a dit, était au centre de la ville intelligente. Donc, d'aller rencontrer des citoyens, des associations de citoyens qui sont concernés. Notamment, il y a une association Smart City Réunion qui existe, qui sera effectivement très, très intéressante peut-être à interroger. Et il y a aussi tout le monde de la culture et de l'art qui est aussi concerné, parce qu'effectivement on peut insérer effectivement tout un ensemble d'artistes dans cette dimension ville intelligente et comment ils ont leur place. Et puis il y a des projets participatifs sur lesquels on va pouvoir peut-être donner un éclairage, comment ces projets participatifs s'inscrivent dans cette e-gouvernance peut-être qui est à créer. Voilà, donc Rémi Courdier, écoutez, des perspectives extrêmement intéressantes. Nous précisons d'ailleurs à nos auditeurs que vous recevrez, donc vous serez l'animateur. Là, vous étiez, vous introduisiez ce concept de ville intelligente en tant qu'expert, chercheur dans le domaine informatique, et donc cette question de recherche qui vous intéresse depuis très longtemps. Et maintenant, vous allez animer ce cycle de réflexion sur la ville intelligente avec des acteurs, donc des scientifiques, des acteurs du territoire, pour finalement questionner la ville intelligente, voire
puisque nous sommes à La Réunion, l'île intelligente. Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question à une plus grande échelle. Hein. Quand j'ai travaillé avec la ville de Londres, bon, pour la ville de Londres, l'île de La Réunion était leur échelle. Hein. C'est-à-dire, en gros, ils voyaient plutôt l'île intelligente que la ville intelligente, puisque finalement, quand on voyait l'espace et le nombre de la population qu'il y avait entre la ville de Londres et l'île de La Réunion, on pouvait travailler à la même échelle. Donc, effectivement, on peut se poser la question à quelle échelle, par exemple, sur l'île de La Réunion, on peut considérer cette notion de ville intelligente et île intelligente. De toute façon, je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne cohésion des solutions qui vont être mises en place sur l'île. Et je pense qu'il y aura forcément il y a des réflexions qui sont menées en ce moment, des ateliers qui sont organisés par les intercommunalités, par les communes. Et en fait, ces débats sont en train d'avoir lieu. Ces débats ont lieu et donc je pense que vous aurez l'occasion de participer, de contribuer à l'évolution des connaissances sur ce sujet. Professeur Rémi Courdier, merci beaucoup. Merci à vous. Nous serons heureux de vous retrouver très prochainement pour une causerie Sciences et Société consacrée aux villes intelligentes. À très bientôt. Merci. À bientôt.